qu'à la fin des années 90, on commençait un petit peu à parler du changement climatique et c'était des domaines que je trouvais très intéressants et cette approche systémique de la planète aussi, de dire qu'on vit sur la terre-mère Gaïa et en même temps j'avais l'impression d'être utile parce que justement on fabriquait du compost, on faisait un peu le cycle de la matière organique et puis d'ailleurs ce boulot il a abouti sur la création en 2012 d'une association qui s'appelle Proxy Compost. Mais en fait la production de déchets ne diminue pas beaucoup en fait en Suisse. Ça fait 25 ans qu'on a toujours 700 kilos par habitant et par année de déchets. Est-ce qu'on a envie de rester après avoir accompli ces 6 ans en industrie? À un moment donné, j'ai fait le choix aussi de pas rester parce que c'est pas toujours simple non plus d'avoir des contrats à long terme à l'université. Et puis j'ai fait aussi le choix de dire que j'avais envie de travailler dans un bureau privé avec un autre dynamisme. Mais après, c'est vrai que je suis resté un peu moins d'une année et puis parce qu'il y a eu cette opportunité d'aller à la direction de Géothermie Suisse. Et puis c'est là où je suis parti et où je suis depuis 4 ans maintenant. Et puis on le voit encore plus ces dernières années avec ces différentes crises, que ce soit avec l'Iran, l'Ukraine. Oui. On voit bien qu'on peut plus être dépendant du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on sorte de ça. Est-ce qu'on est sur une bonne voie pour sortir du nucléaire en Suisse? Bonjour, je m'appelle Jérôme Fessler. Je suis énergéticien senior et directeur de Géothermie Suisse et je suis sur WeWork. Salut et bienvenue dans ce format de WeWork. Nous recevons pour vous des spécialistes de notre planète pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vérité sur leur métier. Merci de regarder cette vidéo et merci surtout de nous soutenir en vous abonnant, en likant et en partageant cette vidéo. Cet épisode est disponible aussi en podcast audio sur toutes les plateformes d'écoute. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans WeWork. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci. As-tu l'habitude des interviews ou c'est la première fois? C'est pas la première fois, mais j'ai pas une très grande habitude. Alors le format il est un peu différent parce que ce qu'on cherche ici dans WeWork, c'est de amener justement les experts des sciences de la Terre, comme toi, des spécialistes énergétiques de l'énergie renouvelable surtout, à faire comprendre leur science dans leur œil d'expert. J'ai envie de dire que tu es justement un de ces experts qui te bat pour la Suisse, pour que l'énergie renouvelable soit mise en avant. Avant tout cela, on va s'intéresser à ton parcours de spécialiste de l'énergie de la Terre. Jérôme, tu fais une licence et un master en sciences de l'environnement à l'Université de Genève. Dans un premier temps, pourquoi ce choix? Et dans un second temps, comment est-ce que ça a été cette première partie de ta carrière? Oui, effectivement, j'ai commencé à faire les sciences de l'environnement à l'Université de Genève parce qu'à la fin des années 90, on commençait un petit peu à parler du changement climatique et c'était des domaines que je trouvais très intéressants et cette approche systémique de la planète aussi, de dire qu'on vit sur la terre-mère Gaïa, avec le fameux livre de James Lovelock. C'est des choses qui m'avaient attiré. Et puis malgré le fait que j'étais en faculté des sciences, on avait eu l'opportunité aussi dans le cadre de ce master de pouvoir prendre quelques cours en histoire des sciences ou en philosophie des sciences avec des professeurs d'histoire ou de philo. Et c'était des choses qui m'ont permis d'approcher, d'avoir une vision, d'être quelque chose qui était plus en accord avec ma perception intérieure, d'avoir cette vision systémique sur le monde. Et puis d'essayer de comprendre les phénomènes globaux qui aujourd'hui se voient de plus en plus qui mettent en péril la planète, quoi. Justement, ces premières années de ton parcours universitaire, est-ce que tu as compris et senti que c'est ce que tu voulais faire? Je sais pas si je l'ai senti, mais j'ai eu la motivation en tout cas de faire environnement. C'est vrai que c'était un nouveau master aussi à l'époque. C'était quelque chose qui avait été monté par les universités de Lausanne et de Genève pour faire un master en sciences de l'environnement avec des étudiants de toute la faculté des sciences. Donc c'était aussi cette interdisciplinarité que je trouvais très intéressante et qui m'a motivé parce que j'étais moi-même de biochimie, mais en fait j'avais des collègues de physique, des collègues de géologie justement, géosciences, et avec qui on a bien pu discuter, et où on faisait des travaux communs qui étaient très intéressants, et on découvrait des nouvelles choses qui étaient peut-être un peu moins spécifiques ou très pointues, mais qui étaient justement cette approche un peu globale, interdisciplinaire qui m'a motivé à continuer dans cette voie.
À cette époque-là, tu étais aussi déjà engagé dans la vulgarisation des sciences, si je me rappelle bien. Oui, j'ai même effectivement, on a créé avec plusieurs autres étudiants un journal qui s'appelait Intersection, qui était justement le journal de la faculté des sciences où on essayait de différents départements de la faculté, on essayait chacun d'écrire un petit article ou de faire des choses, et puis on faisait ce journal. Effectivement, on a publié ça que quelques années. Moi, après, je suis parti au bout d'un moment, mais ça a continué quelques années, et puis on en publiait 3-4 fois par année à mon souvenir. Donc c'était voilà, avec des articles qui étaient plus ou moins scientifiques, qui étaient plus ou moins aussi, qui pouvaient être un peu politiques ou sur les activités de la faculté. Donc voilà, cette approche interdisciplinaire, elle était déjà dans ce titre, Intersection. Exactement. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait après ce master? Alors après, à la fin du master, j'ai travaillé en fait dans le cadre du master sur la chaleur du compostage. Donc c'était assez intéressant. C'était comment est-ce qu'on pouvait récupérer la chaleur du compostage pour chauffer des serres horticoles. Donc c'était un projet très intéressant. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des gens au site de Châtillon, qui était qui est la décharge du canton de Genève, mais où il y a aussi un site de traitement des déchets verts. Et comme j'ai travaillé en fait dans le cadre de mon master là-dessus, il y a eu tout d'un coup une opportunité ils avaient besoin d'engager un chimiste pour un peu faire des analyses de comment fonctionnait la biométhanisation. Donc c'est un biocomposteur, ou c'est un biométhaniseur qui permet de produire du gaz à partir de déchets organiques. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour un jeune, et puis du coup ils m'ont engagé comme ça. Et j'ai finalement fait 6 ans là-bas. 6 ans. Oui, 6 ans. Alors après, je suis passé responsable opérationnel du site, mais c'est vrai que j'ai fait 6 ans et c'était un premier job hyper intéressant et très formateur, parce que assez rapidement, j'ai dû mettre en place, justement, on a dû un peu optimiser les processus de traitement des déchets verts. Ils traitent toujours d'ailleurs à peu près 20 000 tonnes de déchets verts par année. Donc c'est quand même une grosse installation. C'était parmi les plus grosses de Suisse à l'époque. Et puis après, pendant 3 ans, j'ai été responsable opérationnel. Donc là, j'ai eu aussi du management avec des gens qui étaient vraiment des ouvriers qui faisaient le job de s'occuper de ces déchets, de les traiter, de les valoriser. Et puis c'était hyper intéressant et formateur pour moi aussi d'avoir cette équipe avec un assez gros budget à gérer et puis beaucoup d'activités diversifiées. On parle de quoi comme budget? Combien de milliers de francs ou millions? Voilà, on était plutôt sur des millions. Hein. Ouais. On était plutôt sur quelques millions par année. Et puis c'est vrai que il y avait les activités aussi de la décharge cantonale, parce que tout ça, c'est toute la gestion des déchets en fait, c'est des grosses quantités, et avec les communes, elles payent pour qu'on traite ces déchets. Et puis ce site était à l'époque à l'État de Genève. Depuis, il est passé au service industriel de Genève, qui s'occupe maintenant de ce site et de ces déchets, qui s'occupe aussi des cheneviers, qui s'occupe des différents valorisations des déchets du canton de Genève. Et puis c'était vraiment très formateur et une très terre à terre. Et en même temps, j'avais l'impression d'être utile, parce que justement, on fabriquait du compost, on faisait un peu le cycle de la matière organique. Oui. Et puis d'ailleurs, ce boulot, il a abouti sur la création en 2012 d'une association qui s'appelle Proxy Compost. Ah oui. Donc c'est lié aussi au fait que justement j'ai travaillé dans un site industriel qui brassait des tonnes et des tonnes de déchets, et puis que j'ai trouvé que si on pouvait aussi traiter et valoriser son déchet en pied d'immeuble avec Proxy Compost, on arrivait à éviter les déplacements en camion et à éviter ces sites extrêmement grands. Et ça m'a motivé à continuer dans ce domaine via une association. À ce stade-là où tu sors vraiment assez vite de l'université et tu rentres dans le milieu professionnel, est-ce qu'on a envie de rester après avoir accompli ces 6 ans en industrie? Est-ce qu'on a envie de rester en industrie? Oui, je pense que j'aurais pu rester. Après, c'est vrai que le domaine des déchets, c'est pas toujours évident aussi, parce que je le dis des fois, mais c'est vrai que c'est un domaine
on a envie de faire beaucoup de choses, on améliore le taux de recyclage, mais en fait, la production de déchets ne diminue pas beaucoup, en fait, en Suisse. Ça fait 25 ans qu'on a toujours 700 kilos par habitant et par année de déchets. On n'y est toujours pas aujourd'hui. Non, alors on recycle plus, donc on fait plus de compost, on fait plus de recyclage aussi de tout ce qui est les déchets spéciaux, électroniques et autres. Mais par contre, on a de la peine à diminuer la quantité en fait de déchets. Et puis ça reste un enjeu quand même d'éviter. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Donc effectivement, voilà, c'est une difficulté qu'il faut continuer à traiter et à essayer d'améliorer. Et puis voilà, au bout d'un moment, je pense que c'était aussi une question que j'avais peut-être fait le tour et puis que j'ai aussi eu une très bonne opportunité en fait de retourner à l'université pour faire une thèse, mais qui était une thèse, un doctorat qui était très appliqué. Et comment est venue l'opportunité? Grâce à mon ancien prof en fait de master, Bernard Lachal, qui était un professeur à l'université de Genève, un physicien, et puis qui était justement dans ce master en sciences de l'environnement, qui enseignait dans ce master, et c'est avec lui que j'avais fait ce travail sur la chaleur du compostage. Et il m'a proposé justement de faire une thèse, mais assez appliquée, cofinancée par l'État de Genève et plusieurs services sur différentes potentiels d'énergie renouvelable à Genève. Et puis c'était la thèse qui s'est appelée Virage. Qui veut dire valorisation intensive des énergies renouvelables dans l'agglomération franco-valdo-genevoise. À l'époque, on parlait de franco-valdo-genevois, puis depuis, c'est devenu le Grand Genève. Oui. Mais à l'époque, cette agglomération avait un autre nom. Oui. Et du coup, on avait dit le virage. Et puis, c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on avait trouvé cet acronyme et quelques années plus tard, la Confédération a fait un programme national de recherche énergétique qui s'est appelé le virage énergétique. Waouh. Et puis du coup, et qu'est-ce que ça fait? ça voulait pas dire la même chose, mais c'était rigolo que ce soit le même acronyme. Et qu'est-ce qui sort de cette thèse? Cette thèse, elle a pu montrer. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'hydrothermique, donc l'utilisation thermique de l'eau du lac. On a travaillé beaucoup sur les différentes biomasses, donc évidemment les déchets où je connaissais bien, mais aussi le bois, etc. Et puis, on a travaillé aussi sur le solaire. Et puis, ça montrait, en gros, cette thèse, elle montrait que on arrivait sur le canton de Genève à produire, si on divisait par 2 la consommation d'énergie, on pourrait produire 100% renouvelable. En gros, c'est un peu près ce que ça montrait. Donc ça montrait qu'il y avait un grand potentiel et que les plus gros potentiels, c'était justement le solaire et l'eau du lac, qui étaient les 2 gros potentiels. J'avais pas trop traité la géothermie à l'époque, c'est rigolo d'ailleurs, parce qu'après je me suis retrouvé dans la géothermie plus tard. Dans le bain. Voilà, dans le bain. Mais par contre, je pense que ça a permis, comme on travaillait avec les services de l'État, ça a permis de lancer aussi le projet Génilac, qui aujourd'hui se déploie sur le canton de Genève. Avec les SIG. Voilà, avec les SIG, qui est un grand projet de valorisation de l'eau du lac pour faire du chaud et du froid. Et puis en fait, c'était les prémices de ça, parce qu'à l'époque, il y avait une première réalisation qui s'appelait Genève Lac Nation, et où le groupe de Bernard Lachal, on avait travaillé sur ça. Avec d'autres collègues, on avait travaillé sur ce réseau thermique froid qui produisait du froid, et puis sur le fait que l'impact sur l'environnement était imperceptible, l'impact sur le lac. C'était ça qui était aussi à l'époque important pour les services de l'État. C'était de voir un petit peu est-ce qu'il y a un impact sur le lac, et puis on a montré que l'impact était pratiquement imperceptible et que en fait on pouvait construire un autre réseau qui était 10 fois plus grand, que ça aurait pratiquement pas d'impact. Et par la suite, est-ce que tu es retourné en industrie pour trouver un job, ou tu as voulu faire un postdoc? Non, alors effectivement, une fois que j'ai fait cette thèse, je suis resté à l'université, mais pas comme postdoc, mais plutôt comme collaborateur scientifique. C'est-à-dire que on avait en fait des mandats en fait externes. Alors pas mal cette fois de SIG, aussi un petit peu de l'État de Genève, mais donc les institutions publiques genevoises, on va dire, qui donnaient des mandats à l'université à ce groupe de Bernard Lachal, qui était le groupe Système énergétique. Justement, il y avait des mandats pour des études prospectives sur différentes choses. On a fait des études prospectives sur l'agriculture, sur la mobilité électrique, par exemple, à l'époque, où on en parlait assez peu. Des études prospectives sur le développement des réseaux thermiques aussi. Et puis, ces différentes études, ça m'a permis de rester, en fait, à l'université, mais tout en faisant des études qui étaient des études prospectives, presque on aurait pu faire aussi en bureau, qui était assez appliqué, on va dire. Mais à un moment donné, tu sors du cadre de l'université.
Bah, à un moment donné, j'ai fait le choix aussi de pas rester parce que c'est pas toujours simple non plus d'avoir des contrats à long terme à l'université. Et puis j'ai fait aussi le choix de dire que j'avais envie de travailler dans un bureau privé avec un autre dynamisme. Oui. Et puis c'est là que j'ai aussi plus travaillé. J'ai commencé à l'université à travailler un peu sur la géothermie et puis sur des retours d'expérience sur des réseaux géothermiques. Grâce à Michel Meyer et grâce au programme géothermie qui cofinançait justement ces travaux. Et puis en fait, après, je suis allé travailler dans une entreprise privée qui s'appelle Hydrogéo Environnement. Et tu faisais quoi chez Hydrogéo? Bah, là, j'ai essayé de développer un peu la partie planification énergétique, justement, et développement réseau et territoire. Et puis d'essayer de faire ce lien entre la géologie et l'énergie, vu que moi, j'ai plutôt un profil de système énergétique, on va dire. Exactement. Et puis les collègues d'Hydrogéo Environnement, c'était plutôt des géologues, des hydrogéologues ou des environnementalistes, mais donc des gens qui travaillent plus avec le sous-sol ou le sol. Et puis moi, j'étais plus dans la planif énergétique, dans la valorisation de cette géothermie. Et comment ça se fait? Est-ce que c'est fluide, les communications entre des géologues et un énergéticien? Bah, ça le devient de plus en plus, Oui. mais c'est vrai que dans géothermie, il y a géo et thermie. Oui. Et puis c'est vraiment important de voir qu'on est complémentaires en fait, et puis qu'il y a besoin des différentes personnes qui connaissent. Il y a des besoins des personnes qui connaissent bien les réservoirs géothermiques, enfin comment fonctionne le sous-sol, etc. Où sont les nappes, quel type de roche il y a, à quelle profondeur, etc. Les géologues. Voilà, vraiment tous des géologues ou même des ingénieurs réservoirs, enfin différents profils déjà aussi. À l'intérieur de la géologie, il y a différents profils. Hein. Et puis après, au niveau de l'énergie, bah, effectivement, il y a la planification, il y a l'ingénierie, il y a les pompes à chaleur, il y a plein de domaines aussi dans la partie ingénierie, mise en valeur, en fait, la ressource géothermique dans le système énergétique qui sont extrêmement importantes, quoi. Par exemple, quel est ton rôle dans cette entreprise à l'époque, ce que tu pouvais faire en tant qu'énergéticien? Bah, à l'époque, justement, on travaillait pas. Alors, moi, je faisais des dimensionnements de champs de sonde énergétiques, par exemple. Donc, ça, c'est quoi un champ de sonde? Donc, des sondes géothermiques, c'est des petits forages qu'on fait dans le sol jusqu'à 200-300 mètres. Et puis, on peut mettre 1, 2 ou même 20 sondes. Et puis, quand on met, par exemple, 20 sondes, eh ben, on regarde de manière un peu plus détaillée quel est le bilan énergétique du bâtiment qu'on va alimenter. Et puis, pour dimensionner de manière le plus juste, on va dire, la profondeur, l'écartement des sondes, ce genre de choses. Et puis, des sondes, en fait, c'est un système fermé où il y a un liquide caloporteur qui circule à l'intérieur. Mais en fait, c'est un système où il n'y a pas d'échange de l'eau avec le sous-sol. Oui. Donc, en fait, c'est une sorte de forage qui est bétonné avec un système qui est fermé où le liquide circule à l'intérieur du forage, échange la chaleur, et puis du coup, il ressort plus chaud que ce qu'il était au départ. Et avec grâce à une pompe à chaleur, eh ben, on peut chauffer des bâtiments. Et puis, on peut même refroidir en été en faisant ce qu'on appelle du géocooling. Et puis, ça permet ça d'avoir des installations en fait, dans les bâtiments qui font du chaud et du froid, ce qui est très avantageux. Là, on parle vraiment de géothermie. Tout à fait. Et si tu dois expliquer la géothermie à quelqu'un qui n'a aucune notion de la géothermie, comment est-ce que tu l'expliquerais? Bah, la géothermie, c'est l'énergie de la Terre. Et puis, c'est une énergie qui est renouvelable, qui est disponible 24/24. Et puis, qu'on peut la prélever et qu'elle se recharge toute seule. Et donc, on peut la prélever de manière durable pour chauffer les bâtiments, refroidir les bâtiments et aussi même produire de l'électricité si on est suffisamment chaud. Et la chaleur a un lien avec la profondeur, n'est-ce pas? Tout à fait, ouais. Et donc, en Suisse, en général, on estime qu'on a à peu près 30 degrés par kilomètre, 3 degrés par 100 mètres. Le gradient. Comme gradient standard, on va dire. Il y a des petites différences en fonction des zones, mais c'est globalement ça. Ce qui veut dire que quand on peut produire de la chaleur, on peut produire la chaleur avec une pompe à chaleur déjà à 100 mètres, hein, comme je l'ai dit avant. Mais si on veut sans pompe à chaleur, quand on parle de chaleur directe, on est plutôt à 2-3 000 mètres. Et puis ensuite, si on veut produire de l'électricité, on est plutôt entre 3 et 5 000 mètres pour produire de l'électricité avec de la chaleur à 150 degrés. Et avec cette énergie-là, est-ce que la Suisse est déjà indépendante des énergies fossiles?
Alors malheureusement pas, non, on n'est pas du tout indépendant. Alors il y a déjà toute la mobilité, on est encore très dépendant. Au niveau du chauffage et des bâtiments, on a aujourd'hui 2/3 d'énergie fossile encore dans les bâtiments. Ouais. Mais la chaleur géothermique fait déjà 5%. Oui. Donc grâce aux sondes géothermiques, au système fermé que je disais, qui est déjà bien développé en Suisse. Donc on considère qu'il y a un peu deux types de chaleur. Il y a la chaleur faible profondeur, justement avec les sondes, ou sur des nappes de surface. Et puis après, la chaleur... La basse enthalpie. Voilà, basse enthalpie. Puis après, il y a la moyenne enthalpie, où là, on peut faire de la chaleur directe dans les réseaux de chauffage à distance, où là, on a des installations plus grandes. Il y a un exemple, un exemple qui fonctionne bien en Suisse, c'est à Rion, dans le canton de Bâle, depuis une 30aine d'années. Et là, ils font 25-30 gigawattheures par année. Donc, c'est des grosses quantités d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un réseau thermique pour distribuer toute cette énergie à plusieurs bâtiments. Et puis, ça, c'est vraiment la partie, la partie chaleur directe. Et tu restes combien de temps? On revient sur ton parcours. Tu restes combien de temps chez Hydrogéo Environnement? Je reste à peu près 4 ans. J'ai fait à peu près 4 ans. Et puis... après 4 ans, j'ai eu une opportunité de partir au service industriel de Lausanne pour participer à à l'élaboration d'une stratégie en fait de développement du réseau thermique avec justement du renouvelable. Parce qu'aujourd'hui, à Lausanne, c'est 50% d'énergie renouvelable et à peu près 50% de gaz, un petit peu moins. Et donc, leur objectif, c'est d'ici 15 ans d'être 100% renouvelable. Donc voilà, il y a une stratégie de développer ça, puis j'avais participé à cette stratégie. Mais après, c'est vrai que je suis resté un peu moins d'une année, puis parce qu'il y a eu cette opportunité d'aller à la direction de Géothermie Suisse. Et puis c'est là où je suis parti et où je suis depuis 4 ans maintenant. Et donc ça engage quoi comme responsabilité à cette époque-là où tu étais chez les services industriels de Lausanne? Est-ce que c'est lourd à porter? Parce que c'est quand même un... Non, alors j'avais un responsable qui était lui responsable de ça. Moi, j'étais plus dans la technique et puis dans l'élaboration de scénarios. Et puis c'était un job qui était hyper chouette, mais effectivement qui était vraiment prospectif. Mais on voit aujourd'hui, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que on voit les fruits qui commencent, on voit que ça apporte ses fruits parce que maintenant ils ont commencé un projet justement de réseau sur Haut du Lac à Ouchy et qu'on avait déjà commencé à planifier à l'époque. Et puis c'est pareil que Génilac où j'ai travaillé sur Génilac il y a plus de 15 ans. Et puis maintenant c'est en plein développement en ville de Genève. Donc, ça fait quoi d'être le précurseur, un des précurseurs des super projets comme ça? Alors je suis pas du tout seul parce que c'est toujours des équipes et il y a plein de gens et tout ça, mais c'est vrai que j'ai participé à certains de ces grands projets qui maintenant se développent. C'est toujours chouette parce que c'est pour ça qu'on se bat et qu'on a envie de travailler, c'est pour justement développer le renouvelable et puis l'efficacité énergétique. C'était vraiment mes deux points d'ancrage depuis ces 20 dernières années de dire pour pour transmettre un monde meilleur, il faut qu'on fasse cette transition énergétique de manière concrète, quoi. Et puis on le voit encore plus ces dernières années avec ces différentes crises, que ce soit avec l'Iran, l'Ukraine. On voit bien qu'on peut plus être dépendant du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on sorte de ça. Oui. On a un besoin important d'énergie locale. Tout à fait. Et qui est tout le temps présent, comme tu l'as dit. Comment est-ce que tu arrives chez Géothermie Suisse? C'est aussi un peu, il y a des gens avec qui j'avais déjà travaillé qui m'ont dit, qui sont un peu venus me chercher en me disant, voilà, il y a ce poste, je te verrai bien là, c'est vraiment un chouette poste. Et puis c'est vrai que je me suis dit, allez, je me lance, j'essaye. C'était intéressant. Ce qui est intéressant à Géothermie Suisse, c'est qu'on est au centre de tous les gens qui gravitent autour de la géothermie. Donc, il y a beaucoup de gens de différents milieux professionnels. Il y a des gens des institutions publiques, des cantons, des hautes écoles. Il y a des gens des bureaux privés, que ce soit des géologues, des énergéticiens. Il y a des gens aussi des foreurs. Il y a des gens des cantons. Donc voilà, il y a vraiment des gens de différents milieux avec différentes casquettes. Et puis moi, j'ai cet avantage d'avoir testé aussi ces différents types de milieux dans le monde professionnel. Et ça te place bien. Et je pense que, disons que j'arrive facilement, je suis assez diplomate comme état d'esprit, et puis j'arrive facilement à me mettre à la place des gens aussi, à comprendre
pourquoi ils ont telle ou telle position. Et donc, c'est un peu mon rôle, justement, d'essayer de prendre toutes les positions des gens pour essayer d'avoir une position commune, en tant qu'association faîtière de la géothermie, qu'on puisse avancer et puis défendre défendre des positions qui permettent de développer la géothermie, quoi. Alors, Jérôme, on parlait de géothermie suisse, mais sans préciser exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Oui, donc c'est une association faîtière de la géothermie qui promeut le développement de toutes les formes de géothermie pour faire du froid, du chaud, de l'électricité, du stockage d'énergie. Donc cette association, elle existe depuis une trentaine d'années. Et puis elle rassemble en fait tous les milieux. Donc à la fois on a des membres individuels, simplement des aficionados de la géothermie, on va dire. Mhm. On a des membres entreprises de différents milieux, donc géologues, ingénieurs, énergie, architectes, etc. On a des institutionnels, donc on a des hautes écoles comme l'EPF ou l'ETH ou l'Uni de Genève. Et on a des cantons qui sont aussi membres. Il y a des associations cantonales de géothermie qui sont aussi membres de l'association faîtière nationale. Et puis on a à peu près en tout 300 membres. Et c'est la moitié sont des membres individuels et l'autre moitié c'est essentiellement des membres d'entreprise avec des services industriels, des cantons et des hautes écoles. Donc, si je m'intéresse à l'association, je peux, moi, en tant qu'individu, intégrer? Bien sûr, oui. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui ont envie de se battre pour la géothermie ou soutenir la géothermie. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques? Non, il n'y a pas de conditions spécifiques. On a un site internet où les gens peuvent s'inscrire directement sur le site internet. On mettra le lien dans la description. Ouais, avec plaisir. Et puis après, en tant que particulier, en tant que membre, on a des avantages en tant que des rabais quand on organise des événements. Par exemple, on organise au mois de novembre le forum annuel de la géothermie qui s'appelle Connect. Et ça, on a un rabais pour les membres pour ce genre d'événement. On organise aussi des formations continues, plutôt pour les bureaux d'énergie ou de géologues, sur typiquement les dimensionnements de champs de sonde que je disais avant, ou bien le dimensionnement des puits, des captages de puits. Donc ça, on organise, et puis les membres de Géothermie Suisse ont aussi droit à un rabais quand ils suivent ces formations. Et puis on a aussi la possibilité, on donne aux membres, on fait une newsletter en fait 6 fois par année, et on donne la possibilité aux membres, s'ils veulent une fois faire aussi une news sur leurs activités ou sur une activité spécifique qui peut intéresser la communauté, on propose de mettre à disposition aussi cette possibilité-là pour les membres entreprises. C'est que pour la Suisse, hein, on est d'accord. Alors oui, c'est Géothermie Suisse, donc en fait on a des collègues il y a aussi des associations faîtières dans les autres pays avec qui on collabore. Et puis l'année passée, on avait d'ailleurs organisé le congrès européen de la géothermie avec l'association européenne de la géothermie. Et donc on est aussi membre de l'association européenne, on est membre de l'association mondiale de la géothermie. Et puis on collabore surtout avec les Allemands et les Français et les Autrichiens, c'est les pays voisins. Mais on a aussi des fois des collaborations avec d'autres associations faîtières de la géothermie. Pourquoi est-ce que aujourd'hui en Suisse, on peine à avancer avec la géothermie? On a la technologie, le sous-sol, il est présent, on est partout en Suisse, j'imagine qu'on peut faire de la géothermie. Oui. Pourquoi est-ce que la Suisse peine-t-elle à avancer avec la géothermie? Alors, en fait, je pense qu'il faut séparer la géothermie de faible profondeur, comme je disais, les sondes, où là, en fait, on avance bien. C'est un marché qui est mature, qui se développe. Comme je disais, on fait déjà 5% de la chaleur. On espère en faire 20% d'ici quelques années. Mais je pense que c'est quelque chose qui se développe, qui continue à se développer auprès des particuliers ou des plus gros bâtiments. Et puis après, il y a la géothermie profonde, où là, effectivement, on peut produire soit de la chaleur, soit de l'électricité, ou même faire du stockage saisonnier aussi. Oui. Et puis là, on a plus de difficultés parce qu'on a le point principal, c'est quand même le risque géologique ou la méconnaissance du sous-sol.
Et puis on a aussi des procédures qui sont relativement longues en fait. Donc actuellement il y a une vingtaine de projets en fait qui sont dans le pipe, qui sont en cours. Mais effectivement certains projets, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils ont commencé et ils ont toujours pas produit leur premier kilowattheure. Donc on se réjouit que d'ici 2030, on a plusieurs projets, je pense, qui vont pouvoir produire les premiers kilowattheures. Et ça permettra aussi de booster la filière, quoi. Et tu évoquais justement les contraintes géologiques, mais est-ce que les contraintes sociales aussi sont à l'origine de ce ralentissement de la géothermie? Alors, je pense, dans la plupart des cas, il y a eu peu d'opposition, en fait, de contestation. Il y a un projet phare qui est un projet pilote à Haute-Sorne dans le Jura qui effectivement où il y a eu de la contestation de la part de la population locale. Mais c'est un projet qui avance quand même et puis qui pour l'instant se déroule très bien. Et puis il y a aussi un petit peu une différence entre Suisse romande et Suisse allemande parce qu'en fait en Suisse allemande il y a une vingtaine d'années il y avait eu un projet à Bâle où il y avait eu un séisme qui était induit par le forage qui avait été fait par les promoteurs de ce projet. Et puis c'est vrai que du coup c'est resté dans la population avec cette crainte-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a déjà d'autres forages qui ont été faits sans aucune sismicité, y compris à Haute-Sorne où ils ont fait un forage à plus de 4000 mètres sans aucun problème. Donc je pense que c'est des choses qui s'améliorent aussi avec le temps. C'est un petit peu comme avec les éoliennes où maintenant qu'on commence à poser des éoliennes, que les gens voient que c'est pas si grave que ça, en fait, je pense que ça va rentrer aussi dans les mœurs en Suisse, quoi, de plus en plus. Tu penses qu'on y adhère facilement à la géothermie avec les populations, vu l'expérience qu'il y a eu à Bâle? Est-ce que c'est facile de faire comprendre aux populations que on peut faire de la géothermie, pas forcément induire un séisme? Oui, parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et puis, en fait, il y a aussi les technologies ont beaucoup évolué depuis 20 ans. Et puis, on a des bons retours dans d'autres projets de géothermie, que ce soit à Genève, à Lausanne, à Yverdon, avec des projets où il y a déjà eu des forages, où il n'y a pas eu de séisme, comme à Vinzelles ou à Montagny à côté d'Yverdon. Donc effectivement, c'est des endroits où là, il y a un contact avec la population. Ce qui est important dans ce genre de projet, c'est vraiment de prendre les gens avec soi dès le début et de leur expliquer de ce qui va être fait. Et puis il y a plusieurs phases dans un projet de géothermie. Donc il y a une phase où on essaie de mieux connaître le sous-sol avec ces fameux camions qui viennent faire des vibrations là. Où ça, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne, faire des visites justement d'installation avec ces camions et tout ça. Et puis là ensuite ça passe, je pense, assez bien. Et puis après, il y a la phase de forage où là, on va dans le sous-sol et effectivement, c'est une grosse machine qui reste là quelque temps. Mais ensuite, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a réussi à trouver la chaleur dans le sous-sol, la ressource dans le sous-sol, en fait, il n'y a plus d'impact visuel et de bruit. Donc en fait, la géothermie, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, c'est qu'on est invisible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est pas visible. Donc c'est pas comme les panneaux solaires où on voit nos voisins, ils mettent des panneaux solaires et ils ont de l'électricité gratuite quelque part. Et les gens ils disent ah super, je vais aussi en mettre. Nous on n'a pas ça parce qu'en fait c'est invisible la géothermie. C'est visible seulement quand il y a la foreuse, quand il y a les machines qui font le projet, mais en fait après pendant les 20 ans où ça fonctionne, c'est pas visible. Donc ça c'est à la fois un avantage parce qu'on a peu de place en Suisse, mais ça peut être un inconvénient parce qu'on a de la peine à se faire connaître en fait. Oui. Et tout récemment, j'ai vu un article où il parlait du fait que la Confédération souhaitait, ou je ne sais pas s'ils l'ont fait, couper des budgets en lien avec des projets géothermiques. Oui, alors effectivement, il y avait dans le cadre du programme d'économie de la Confédération, il y avait la volonté de diminuer, de supprimer le programme bâtiment, qui soutient en fait notamment les pompes à chaleur géothermiques, mais aussi d'autres sortes de mesures d'efficacité pour les bâtiments. Et puis donc ça a été le Parlement a refusé en fait de suivre le Conseil fédéral et puis a sauvé ce programme bâtiment. Donc nous on était très contents. Et puis par la même occasion ils ont aussi maintenu on a 30 millions en fait à disposition par année pour la géothermie chaleur directe via la loi sur le CO2 pour aussi justement faire cette fameuse géothermie où on peut injecter la géothermie dans les réseaux de chauffage à distance. Et ça, on a pu maintenir ce budget. Et en plus de ça, il y a aussi un troisième budget qui avait pas été mis en danger, mais pour des projets électriques.
Donc aujourd'hui, on a quand même 3 sources de financement fédéraux qui permettent de soutenir différents projets. Donc ça, c'est plutôt bien, et c'est aussi pas pour rien qu'il y a 20 projets qui sont aujourd'hui en cours en Suisse. Est-ce qu'on est sur une bonne voie pour sortir du nucléaire en Suisse? Oui, je pense qu'on est sur la voie. Après, c'est toujours la question de la vitesse. Mais effectivement, avec la géothermie, on peut aussi apporter à la fois décarboner les villes et à la fois apporter une électricité en ruban, donc toute l'année, y compris en hiver, où on en a beaucoup besoin, parce que on peut produire en 24 heures sur 24. Ça ressemble à quoi de diriger une association où on a une panoplie de profils, de membres, des associations, la confédération qui est dans l'association, des cantons, des communes, des individus? Ça ressemble à quoi de diriger une association? Bah ça ressemble à un beau patchwork. On a beaucoup, et c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'avis. On doit justement essayer de mettre tout le monde autour de la table, de discuter et puis de trouver les meilleures solutions, quoi. Après, fondamentalement, on a une partie aussi où l'objectif c'est d'avoir il y a un objectif à la fois environnemental, de dire on veut développer cette énergie pour substituer le pétrole, pour sortir du nucléaire, etc. Donc ça, c'est un peu l'objectif éthique ou bien idéaliste, on va dire. Oui. Puis après, il y a aussi un objectif plus économique, de dire on veut créer du business, parce que la géothermie, c'est local, c'est ici. On essaie de créer des emplois ici. On veut développer plus de business dans ces activités à la fois sous-sol et énergie, quoi. Comme j'ai dit avant, il y a les 2 types d'activités en fait à développer grâce à la géothermie. Le lobbying, c'est un mot un peu, on va dire, tabou en science. Comment est-ce que toi tu vis ça? Bon, je le vis bien parce qu'en tant qu'association faîtière, on est obligé de faire du lobbying. C'est un peu aussi un des grands objectifs de l'association. Donc nous, on essaye d'avoir des bons contacts avec certains conseillers nationaux pour justement pouvoir avoir des motions, pouvoir faire déposer des motions qui vont dans le sens du développement de la géothermie, quoi. Donc il y a plusieurs choses en cours. On va prochainement, il y a une modification qui a été acceptée qui va rentrer en vigueur l'année prochaine sur le différentiel, en fait, sur l'utilisation des nappes d'eau souterraines. Et puis ça, c'est plutôt favorable à la géothermie et au stockage. Et ça va permettre aussi justement de développer plus de projets et donc d'avoir plus de géothermie dans le mix énergétique au final, quoi. Mmh. Et quel est l'objectif aujourd'hui de la Suisse pour la géothermie? L'objectif quantitatif? Quantitatif, oui. C'est 2 TWh d'électricité, donc une demi-centrale nucléaire, en gros. C'est déjà pas mal. Ouais. Et puis 25% de la chaleur. Wow. Donc je pense oui, c'est un beau challenge. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on n'a pas encore d'électricité géothermique, mais on a ce projet de l'autre sort dans lequel on croit beaucoup, enfin toute la filière croit beaucoup et on espère avoir les premiers kilowattheures d'ici 3 ans. Et puis après, qu'il y ait plusieurs projets qui puissent se développer à la suite de ce projet pilote. Mmh. Et puis après, au niveau de la chaleur, comme je disais, on est déjà à 5%, et donc on espère multiplier par 4, par 3 ou 4, parce qu'en fait, avec la baisse des besoins, on sait qu'on n'a pas besoin de multiplier par 5, mais on va dire par 3, quoi. Elle est où la Suisse par rapport à ses voisins directs? Alors pour la géothermie faible profondeur, elle est plutôt dans le trio de tête, avec la Suède et puis la Finlande, je crois. Donc elle est vraiment bien placée au niveau de ce qu'on appelle la shallow géothermie, ou la géothermie de faible profondeur. Donc ça, on est dans le trio de tête. Par contre, effectivement, pour la géothermie profonde, on est plutôt dans le trio de fin au niveau européen, parce qu'on a, comme je disais, on a 2 installations, une à Rion, une à Schlattingen qui tournent. Mais on a très peu, et on a quelques installations de bains thermaux, en fait, avec des forages à 500 ou 1000 mètres. Mais voilà, on a peu d'installations par rapport à beaucoup de nos voisins, notamment les Français, et les Allemands et les Hongrois, qui ont pas passablement d'installations, notamment pour les réseaux de chauffage à distance. Quels sont les challenges quand on travaille dans l'industrie énergétique? Dans l'industrie énergétique au sens large. Au sens large. Tout ce qu'il y a comme vérité sur la carrière, ce qu'on ne nous dit pas à l'université, bien sûr, quand on arrive dans le milieu industriel et qu'on s'en rend compte que ça, je ne le savais pas, et on apprend automatiquement. Et quels sont les défis qu'un étudiant, qu'un expert en tant que toi
pourrait exposer et conseiller en même temps un étudiant qui est en train de faire son master ou son bachelor actuellement à l'université? Je pense qu'il faut rester ouvert aux différentes solutions. Faut pas être. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est de pas être dogmatique. Moi, j'ai toujours appris aussi. Ben là, actuellement, je suis plutôt dans la géothermie, mais en fait, j'ai aussi beaucoup travaillé pour d'autres types d'énergie. Donc, simplement d'avoir aussi une vision un peu globale et puis de pas être trop dogmatique, de dire qu'on a une solution. Ça, moi, je trouve toujours un peu dangereux que de dire que on n'a qu'une solution et que c'est la seule bonne solution. C'est toujours un mix de différentes solutions en fait. Dans la vraie vie. Donc de faire attention. Après moi, ça mais c'est aussi personnel, mais j'ai toujours été attiré par des visions justement un peu plus interdisciplinaires, un petit peu plus systémiques. Et puis parfois, peut-être qu'à l'université, on a tendance à se surspécialiser. Et en fait, quand on voit dans la vraie vie, en fait, la surspécialisation, bah, peut-être qu'il y a un poste spécifique qui irait pour la surspécialisation que tu as fait. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a plein de choses où t'as pas besoin d'être aussi spécialisé, mais t'as besoin d'avoir une bonne vue d'ensemble et d'être capable de gérer des projets complexes, etc. Et c'est plus ces compétences, un peu les soft skills, comme on dit aussi, oui. Et la capacité à gérer des projets complexes qui sont importantes après dans la vie professionnelle. Donc je pense après, voilà, c'est comme conseil aux jeunes, je dirais que c'est important d'être ouvert et puis d'essayer aussi d'avoir des petites expériences professionnelles ou des stages pour aussi se rendre compte ce que c'est dans la vraie vie et puis d'essayer de faire attention de ne pas trop se surspécialiser. Ouais. Et toi, tu as eu des difficultés particulières dans cette industrie? Dans la géothermie. Dans la géothermie. Non, justement, je pense que j'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer, même si je connais pas tout de loin pas, vu que je suis pas géologue. Il y a plein de gens qui ont beaucoup plus de compétences que moi dans certains domaines techniques, mais moi j'ai cette capacité justement à essayer d'avoir une vision systémique large. Et puis qui est importante aussi pour discuter avec les différentes personnes ou les différents experts, on va dire, et comprendre, capter les choses importantes qu'il faut ensuite traduire aussi aux politiques. On se rend pas, après dans le poste que j'ai actuellement, on se rend pas toujours compte en fait du niveau d'information à l'université, quand on fait des domaines très techniques, enfin notamment en faculté des sciences, quand on fait des domaines très poussés, en fait on pense qu'on est sûr d'avoir raison et puis que si on explique c'est les choses dont on est sûr d'avoir raison aux gens, ils vont comprendre, mais en fait les gens ils ont tellement d'informations qu'ils n'ont pas forcément la capacité de comprendre des choses trop poussées. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir aussi parler aux citoyens lambda, parler à sa grand-mère entre guillemets. Il faut être capable de parler à sa grand-mère de manière le plus simplifiée possible pour faire passer les bons messages. Et justement, il y a aussi ce point qui vient de me venir à l'esprit. Quand tu travaillais chez Hydrogéo par exemple et que tu dimensionnais les sondes, est-ce que c'était facile de transmettre ce message à des ouvriers sur le terrain? Parce que parfois on a l'habitude de dire que les académiciens ont du mal à transmettre leur message ou l'industriel a du mal à recevoir le message de l'académicien. Est-ce que toi ça t'est arrivé? Oui, alors en fait ce qui se passe c'est que d'ailleurs c'est aussi des choses qui sont classiques, mais en fait dans ce genre dans les chantiers en fait c'est complètement par silo. C'est beaucoup par silo, et en fait quand moi je faisais des dimensionnements, je transmettais ça à l'ingénieur énergie qui lui-même transmettait ça au foreur, qui lui-même transmettait ça au gars qui était sur place qui faisait le forage quoi. Donc c'est toujours et on fonctionne beaucoup par silo sans forcément avoir des contacts directs. Des contacts directs, ouais, exactement. Et d'ailleurs j'ai lu un article récemment sur le fait qu'il y a pas mal de chantiers justement qui sont retardés ou qui ont des surcoûts parce que c'est lié justement à ce manque un petit peu de mise en relation et de contact entre toutes les différentes échelles du projet, quoi. Entre le concepteur, l'ingénieur et puis le réalisateur. Si on voit de manière globale, quelles sont les compétences à développer avant de se lancer dans l'industrie? Bonne question. Je pense qu'après, il y a des compétences qui s'acquièrent dans les expériences professionnelles. Mais après, c'est clair qu'il faut quand même avoir une base solide dans un domaine spécifique, que ce soit géologie ou énergie, pour justement pouvoir correctement... moi, j'étais capable justement de faire ces dimensionnements parce que j'avais quand même fait un peu de physique, des Excel et des choses...
un peu solide au niveau mathématique, scientifique, Oui. qui permettait de pouvoir exécuter ces tâches, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, la géothermie, on en a beaucoup parlé. En Suisse, c'est un domaine qui recrute. Oui, plutôt. Je pense que ça recrute pas mal, ouais. Après, ça, de nouveau, il y a la géothermie de faible profondeur et la géothermie profonde. Après, dans la géothermie profonde, il y a pas mal de projets, mais c'est des projets au long cours. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu des périodes où ça avance vite, puis il y a d'autres périodes où c'est assez calme. Donc, c'est pas toujours évident non plus d'avoir. Il n'y a pas non plus des milliers de postes qui se créent. Mais on espère justement un petit peu développer cette filière à l'avenir, quoi, pour ça. Puis à ce propos-là, on a un programme qui s'appelle Transfert, qui est un programme qui est cofinancé par la Confédération, les cantons et les services industriels, et puis qui permet justement de faire des retours d'expérience, d'apprendre aussi des erreurs des uns et des autres pour éviter de les répéter, et puis d'échanger en fait pour avancer plus vite tous ensemble, améliorer aussi un peu les conditions cadres, enfin améliorer pour que les autorisations mettent moins de temps à se faire, ce genre de choses. Donc on essaye vraiment avec ce programme Transfert d'animer en fait une communauté de la géothermie pour faire des guides, faire des aides à l'exécution pour aider les différentes autorités, les différents porteurs de projets à améliorer et à faire leurs projets plus vite, quoi. Et je te demanderais quel est ton secret de ton parcours, parce que on dirait que tu n'as pas eu beaucoup de difficultés. Ça a été assez fluide. Quel est ton secret? Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est des relations que tu as, des contacts qui t'ont permis? Oui. Bah, je pense les deux. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu de la chance parfois. Puis après, je pense aussi quand il y a des opportunités qui se présentent, ben, il faut pas hésiter trop longtemps. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus trop réfléchir et puis des fois prendre les opportunités. Je dis ça par exemple quand Bernard Lachal était venu me proposer justement de revenir pour faire la thèse. J'aurais pu faire aussi la carrière à SIG dans les déchets et puis être aujourd'hui peut-être directeur des Cheneviers ou je ne sais pas quoi. Oui. Ça aurait été aussi une option. Mais en fait, quand il y a eu cette opportunité de Bernard Lachal pour faire cette thèse en collaboration avec le canton, je me suis dit, mais là, c'est génial parce que je vais développer mon réseau en fait avec plein de services cantonaux de l'environnement, de géologie, nature, eau et tout ça. Et c'est vrai que je pense que c'était une bonne décision de faire ça parce que ça m'a permis d'avoir un réseau élargi de gens. Et puis qui ensuite, quand on a un réseau élargi au niveau professionnel, ça permet aussi de savoir qui appeler en cas de tel et tel souci. Ouais. Ça permet aussi de se positionner ou d'avoir des contacts privilégiés, voilà, quand on a besoin de quelque chose. Donc ça m'a permis d'avancer puis de bien continuer ma carrière grâce à toutes ces rencontres que j'ai faites dans le cadre de cette thèse, quoi. Il y a une question qui me taraude un peu. Est-ce que toi, t'as entendu, je ne sais pas, des choses absurdes sur la géothermie, des sortes d'idées reçues, comme quoi la géothermie c'est cher par rapport au chauffage standard? Est-ce que t'as déjà entendu des trucs pareils? Oui, bien sûr. Il y a toujours des gens qui disent que c'est trop cher. Après, la géothermie, elle est concurrentielle, mais sur la durée de vie de l'installation, c'est ce que je dis toujours. Et en fait, la géothermie, son défaut entre guillemets, c'est qu'elle est capitalistique. C'est-à-dire que c'est un peu comme le panneau solaire. C'est-à-dire qu'il faut on doit payer beaucoup au début pour investir dans la technologie, dans le forage. Mais après, par contre, ça tourne presque tout seul. On a besoin de très peu d'argent pour entretenir et faire en sorte. Et donc après, pendant 20 ou 25 ans, on a de l'électricité ou de la chaleur pour pas grand-chose. Mais par contre, il faut avoir des gros investissements au départ. Et c'est vrai qu'on vit pas aujourd'hui dans un monde où les gens sont prêts à investir forcément pour les 20 ou 25 prochaines années, quoi. C'est souvent à plus court terme quand on parle de gros investissements. Après, en tant que propriétaire particulier, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à investir comme ils le font dans les panneaux solaires et puis qu'ils savent que c'est un investissement pour le futur et qui vont se rembourser sur 20 ans de durée de vie. J'ai une dernière question. Alors, si tu devais adresser un message dans un premier temps à des étudiants qui nous écoutent, qui souhaitent faire carrière dans l'industrie ou dans le milieu académique, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce que de faire ce choix comme toi tu as fait, tu sors directement de ta thèse de master, tu te lances en industrie, après tu reviens faire un doctorat, comment est-ce que tu les orienterais? Alors dans mon cas, je pense que c'est pas quelque chose qui est généralisable, dans le sens c'est pas commun, disons, de revenir à l'uni après.
Mais en tout cas, je pense il faut pas hésiter à faire un premier job. Et puis c'est vrai que moi j'ai toujours considéré que faire la thèse directement sans avoir eu de job avant, c'est pas quelque chose que j'aurais aimé faire. Donc après, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Après, je comprends ceux qui ont envie de faire une carrière académique, évidemment, ils ont besoin de faire une thèse et de faire des post-docs. Mais ceux qui veulent aller dans l'industrie, je pense il y a toujours possibilité justement de peut-être refaire une thèse plus tard, mais il faut pas louper l'opportunité le jour où quelqu'un vous propose un job ou faire un stage. Moi, je dirais comme conseil, c'est essayer de faire des stages dans la mesure du possible et puis se faire connaître, quoi. Parce qu'en faisant des stages, on se fait connaître et puis les gens, après, ils pensent à vous le jour où il y a un vrai job plus qu'un stage qui se crée, quoi. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs de WeWork? Vive la géothermie. Et la géologie. Merci beaucoup, Jérôme, pour cet entretien. Merci à toi. C'était un plaisir.